Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de la fourgonnette Kia PV5 100% électrique. Ça s'en vient chez nous en Amérique du Nord. On parlera également d'une aventure que j'ai vécue au volant du Jeep Wagoneer S. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel Cadillac dérivé de l'Opel Omega a été commercialisé chez nous au tournant du nouveau millénaire, autant au Canada qu'aux États-Unis? La réponse, c'est la Cadillac Catera, une berline compacte comparable à une BMW de série 3, une Audi A4, qui avait justement comme objectif de rivaliser avec ces produits-là. Mais ce fut un échec, une voiture qui n'a pas connu énormément de succès parce que bien que la voiture était esthétiquement très convaincante, bien, ça manquait de punch sous le capot et on n'avait pas beaucoup d'éléments pour se différencier, pour se distinguer par rapport à ce que le marché européen proposait chez nous en Amérique du Nord. Même les voitures japonaises en compétition étaient plus convaincantes. Alors la Catera n'a pas fait long feu et c'est une voiture qui essentiellement a été remplacée par la CTS qui est arrivée en 2003 sur le marché nord-américain. Maintenant, je vous parle d'une aventure que j'ai vécue au volant du Jeep Wagoneer S 2024, un nouveau modèle qui vient d'arriver sur le marché, bien que ce soit un modèle 2024. Alors, arrivée tardive pour ce premier Jeep 100% électrique, aux lignes franchement convaincantes avec un comportement routier qui est exceptionnel. J'ai particulièrement aimé la conduite de ce véhicule-là, son design, son aménagement intérieur. L'ergonomie est très efficace aussi. Il y a beaucoup d'espace dans un format qui n'est pas trop imposant non plus. Ce sont les dimensions du Jeep Grand Cherokee. Alors, c'est un véhicule vraiment convaincant. Très coûteux cependant parce que l'édition de lancement coûte 92 790 $. Évidemment qu'il y a déjà des rabais sur ce véhicule-là, on le finance à 0 % et arriveront les modèles 2025 dans des versions moins coûteuses, moins luxueuses. Mais toujours est-il que c'est un premier Jeep 100% électrique qui repose sur la plateforme STLA et j'ai parcouru plus de 600 km à son volant dans des conditions hivernales extrêmes, il faut le dire. Première journée, c'était une journée de tempête, moins 6, moins 7 degrés à l'extérieur pour tester sa traction, son efficacité en conditions hivernales, mais aussi son autonomie. Et la deuxième journée, bien là, le mercure avait baissé à moins 16, moins 17, moins 18 degrés. Il avait été branché à l'extérieur toute la nuit. Ça m'a causé quelques problèmes. En fait, je n'étais plus capable au lendemain de le recharger sur une borne de niveau 3. Et ça a fait en sorte, évidemment, que j'ai été pris avec le véhicule dans la région de la Beauce sans pouvoir me recharger. Et même à l'extérieur, à moins 18 degrés, bien, pas besoin de vous dire que sur une borne de niveau 2 qui acceptait la charge, dans ce cas-là, bien, je gagnais à peu près 6 ou 7 km à l'heure au niveau de la recharge sur une borne de niveau 2, considérant la température extérieure qui était extrêmement froide. Alors, j'ai finalement laissé le véhicule chez un concessionnaire du côté de Thetford Mines. Évidemment, un dimanche, c'était fermé, mais j'ai quand même réussi, grâce à une publication Facebook, à contacter le concessionnaire qui m'a prêté un véhicule à essence pour que je puisse retourner à domicile dans la région de Montréal. Ils ont fait le diagnostic au lendemain matin sur le véhicule pour finalement en arriver à la conclusion que le réceptacle du véhicule était littéralement gelé. Alors, il n'y avait pas moyen de brancher une borne de niveau 3 et que la relation électrique se fasse avec le véhicule parce que c'était tout gelé, il y avait de la glace et le système ne fonctionnait pas adéquatement. Problème qu'il faudra régler parce qu'évidemment, sur certains autres produits de la compétition, on a des prises de branchement qui sont chauffantes, ce qu'on n'a pas sur le Jeep Wagoneer S. Il faudra donc régler ce problème-là, mais sinon, c'est un véhicule que j'ai particulièrement apprécié, même si sa consommation énergétique avoisinait les 30 kWh par 100 km, surtout à la deuxième journée de mon essai. La première journée, j'oscillais entre 26 et 27, et dans les conditions optimales, on annonce de toute façon une consommation avoisinant les 20 kWh par 100 km. Alors, on n'achète pas ça, évidemment, pour obtenir le meilleur rendement énergétique qui soit, mais croyez-moi, côté conduite, c'est quand même un véhicule franchement convaincant et j'ai très hâte de voir si la technologie qu'on retrouve dans ce véhicule-là va être fiable à moyen ou à long terme parce que c'est le nerf de la guerre et parce que c'est une technologie qu'on va multiplier chez Stellantis. On la propose aussi sur la Dodge Charger EV
qui a été lancé un peu plus tôt à la fin de l'année 2024. Maintenant, je vous parle de la Kia PV5. Évidemment, j'avais eu la chance il y a quelques semaines de me retrouver du côté de Barcelone pour assister au dévoilement de plusieurs nouveaux produits électrifiés de la grande famille Kia. Alors, le concept EV2, la berline et la voiture à 5 portes EV4, deux modèles qui vont arriver aussi chez nous en Amérique du Nord. Mais j'ai été surtout impressionné par la fourgonnette PV5, 100% électrique, avec un design très original, mais à la fois très fourgon. On s'assume complètement. C'est une fourgonnette, il y a des portes coulissantes, il y a une demande pour ce genre de produit-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'évidemment, on va aller chercher un marché que tout le monde a délaissé ou à peu près sur le marché nord-américain. Évidemment que Volkswagen est arrivé avec le ID Buzz récemment chez nous, mais ce véhicule-là coûte tellement cher que la majorité de la clientèle qui s'y intéressait rebrousse chemin. Et sinon, bien, on a des fourgonnettes hybrides traditionnelles ou une hybride rechargeable du côté de chez Chrysler, mais qui est extrêmement vieillissante. Et d'ailleurs, attendez-vous à ce que la future génération de la Pacifica, si on la nomme encore ainsi, exploite la plateforme STLA du Jeep Wagoneer S dont je faisais mention il y a quelques instants. Mais en attendant, il y a Kia qui va arriver avec une fourgonnette PV5 en deux déclinaisons pour notre marché. Il y en aura 4 sur le marché européen. On aura une version passager, on aura aussi une version cargo qui risque de se distinguer parce que, bien sûr, la majorité des constructeurs ont abandonné les fourgons de ce format-là en version cargo pour le marché nord-américain, considérant ce qu'on appelle la chicken tax aux États-Unis, c'est-à-dire cette fameuse taxe d'importation de 100 % pour les fourgons commerciaux qui n'ont que 2 sièges à bord. On souhaite commercialiser aux États-Unis des fourgons qui sont fabriqués aux États-Unis, mais cette loi-là ne s'applique pas au Canada, uniquement aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on n'importe plus de fourgons fabriqués du côté de l'Europe vers les États-Unis. C'est la raison pour laquelle on fabrique le Transit et le Mercedes-Benz Sprinter du côté des États-Unis pour pouvoir les vendre là-bas. Mais au Canada, on est exempt de cette loi-là. Ça n'a pas empêché Volkswagen de choisir de ne pas offrir en Amérique du Nord le ID Buzz Cargo, qui aurait été intéressant pour notre marché. Mais Volkswagen a choisi de ne pas l'homologuer uniquement pour notre marché, alors que ça sera l'inverse pour Kia, qui va commercialiser son fourgon PV5 chez nous au Canada. Dès 2026, ça sera probablement un modèle 2027. Alors, un fourgon franchement intéressant. Du côté de l'Europe, il y aura aussi une version Wave adaptée pour le transport de personnes à mobilité réduite. Et il y aura également une version qui est adaptable au niveau de l'aménagement intérieur, c'est-à-dire avec une paroi centrale qu'on peut coulisser vers l'avant ou vers l'arrière pour transformer le véhicule en un modèle davantage destiné aux passagers ou sinon davantage à l'utilisation commerciale. Bref, on aura 2 versions chez nous au Canada. Par contre, on n'a pas de détails sur l'autonomie, la puissance de ces véhicules-là. Ce qu'on a dit, par contre, du côté de chez Kia, c'est qu'il y a 3 tailles de batteries qui seront offertes sur ces fourgonnettes-là. Et ça, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Pour une version cargo limitée au marché européen, il y aura une batterie de 44,3 kWh. Ça veut dire que la fourgonnette ne ferait probablement même pas 200 km sur une pleine charge. Ensuite, 51,5 kWh pour la batterie de taille médiane, pas encore très convaincant, et 71,2 kWh pour la plus grande taille de batterie, en considérant que c'est un véhicule qui consommerait autour de 25 kWh par 100 km. Bien, attendez-vous à ce que ce véhicule-là ne fasse pas plus de 300 km dans les meilleures conditions. Alors, est-ce que Kia prépare une batterie de plus grande taille encore pour le marché nord-américain? Ça serait nécessaire, ne serait-ce que pour pouvoir dépasser l'autonomie annoncée par Volkswagen avec l'ID Buzz, qui est à 372 km pour le modèle à 4 roues motrices. Et évidemment, du côté de Kia, reste à voir qu'est-ce qu'on proposera comme puissance, comme autonomie, comme équipement, quel en sera le prix également. Il y a très peu de détails en ce moment, mais chose certaine, il y a de l'avenir pour les fourgonnettes électriques en Amérique du Nord. Et c'est Kia qui, après Volkswagen, va amener un produit qui risque de changer l'image de ce marché-là, qui est au point mort en ce moment, il faut quand même le dire.
Maintenant, un mot sur l'Acura ADX 2025, un véhicule qu'on ira essayer cette semaine du côté de la Californie et qui sera chez les concessionnaires dans le prochain mois, dérivé directement du Honda HR-V, mais évidemment auquel on ajoute énormément de crémage et surtout un moteur 1,5 litres turbo de 200 chevaux qui risque d'être plus intéressant que le moteur de série qu'on propose en ce moment dans le HR-V. C'est le moteur 2 litres de la Civic à 158 chevaux. Alors, qu'est-ce qu'on fera comme travail sur ce véhicule-là? À quel point ce sera plus convaincant? Bien, on le saura dans les prochaines semaines lorsqu'on pourra partager l'information. Mais en attendant, ce qu'on sait, c'est que c'est un véhicule passablement plus coûteux que le HR-V, échelle de prix qui varie de 44 980 à 51 480 $ et on ajoute à ça 3 712 $ de frais de transport, préparation et frais de concessionnaire. Alors, des frais qui sont exorbitants et ça porte la facture à 48 692 $ pour un modèle de base, à 50 692 $ pour une version A-Spec et à 55 192 $ pour une version A-Spec Elite. Ça sera probablement le modèle le plus répandu, celui que les concessionnaires auront en plus grand nombre chez nous au Canada parce que, évidemment, on comprend qu'on voudra d'abord amener les modèles les plus impressionnants, les plus convaincants. Un véhicule qui sera fabriqué cependant du côté du Mexique, alors l'impact sur l'importation américaine sera moindre et c'est peut-être la raison pour laquelle il y en aura davantage chez les concessionnaires Acura que certains autres produits fabriqués du côté des États-Unis où là, bien, ça sera peut-être un peu plus complexe parce qu'évidemment, il y a une taxe qui va s'appliquer suite aux décisions du gouvernement Trump aux États-Unis. Pas de très bonnes nouvelles, évidemment, pour l'industrie automobile, mais on peut contourner cette règle avec des véhicules qui proviennent du Mexique ou du moins n'importe où, sauf aux États-Unis, où là, bien, la taxe va s'appliquer d'emblée. En terminant, question de la semaine, quel Acura a été lancé comme modèle 1992 avec comme motorisation un 5 cylindres en ligne? Bien, réponse la semaine prochaine.